Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue la série de tests des GPU assez anciens, puisqu'après la 7970, la GTX 780 Ti, aujourd'hui on va s'attaquer à la R9 290. On y va, c'est parti. Et avant de commencer à parler de la carte, je tiens à remercier tout particulièrement Bilou, membre émérite de notre Discord, qui m'a prêté gentiment une de ces R9 de 90, puisque au moment où j'en cherchais une, j'en trouvais pas tout simplement. Du coup, merci à lui de m'avoir prêté sa carte, sinon le test n'aurait pas été possible. Mais revenons à notre GPU, la Radeon R9 290, c'est un GPU qui est sorti en novembre 2013, quelques jours avant la sortie de la GTX 780 Ti. Bon alors très clairement, c'est Nvidia qui a sorti la 780 Ti en réponse à la R9 290X et à la R9 290, puisqu'à l'époque, le plus haut de gamme qu'on pouvait trouver sur les PC de bureau, c'était soit la 780 tout court ou la Titan. Bien évidemment, on avait du coup un espace entre les deux qu'Nvidia a comblé et a positionné en face de la R9 290X, fort logiquement. Alors la Radeon R9 290 et 290X était basée sur l'architecture Hawaii, là où la 7970 était basée sur l'architecture Tahiti, qui n'avait absolument rien à voir avec le gel douche, avec les pubs où il y avait des meufs à moitié à poil. Et au niveau des specs, on va regarder chez Tech Power Up. Quand on passe de la 7970 à la 290X, on voit qu'au niveau du nombre d'unités de calcul, on passe de 2048 à 2816, c'est quand même un bon gros boost au niveau des unités de calcul. On passe de 128 à 176 TMU, de 32 à 64 OP, de 3 à 4 Go de RAM, et d'un bus 384 bits à un bus 512 bits. Et la R9 290 qui nous intéresse ici, ce sera du coup la version castrée de cette 290X. Bon alors on perd pas vraiment grand chose, puisqu'on passe de 2816 à 2560 core, 276 à 160 TMU. Au niveau des ROP et du reste des specs, on est au même niveau. En vrai, la différence entre la R9 290 et la 290X, déjà sur le papier, elle n'est pas gigantesque. Un des gros avantages de cette nouvelle architecture d'AMD, c'est qu'au moment de la sortie, les tarifs étaient quand même plutôt agressifs, puisque la plus grosse carte, la 290X, était proposée à 550$. Pour la carte la plus haut de gamme, je le rappelle, et la R9 290 était-elle proposée à environ 400$. À titre de comparaison, la 780 Ti qui était sortie tout juste après, elle coûtait dans les 650$. Donc il y avait clairement une différence de tarif assez marquée entre les deux marques, comme bien souvent jusqu'à dernièrement. Et au niveau du performance prix, cette R9 290 déjà à l'époque proposait quelque chose de vraiment très intéressant déjà rien que sur le papier. Malgré tout ça, au niveau du lancement de la carte, ça ne s'est pas passé dans les meilleures conditions possibles, puisqu'au niveau des tests à l'époque, c'était plutôt mitigé. Alors c'était pas spécialement au niveau des performances, où là on avait vraiment quelque chose de plutôt pas mal, comme on le verra par la suite. En fait, il y avait trois problèmes, qui sont généralement liés à la consommation, la chauffe et le bruit. Puisqu'au moment du lancement, il n'y avait pas de carte custom du tout, elles sont arrivées quand même assez longtemps après la sortie de la nouvelle architecture, et au moment des tests, on était avec ce modèle que l'on voit ici, le modèle de référence qui, ça ne vous a pas échappé, est basé sur un blower, et le blower en question, c'était un foutu sèche-cheveux. Et c'était pas du sèche-cheveux qui fait plaisir, on était quasiment au même niveau que la fameuse FX 5800 Ultra, les plus vieux d'entre vous s'en souviendront peut-être. Ce blower-là, je pense que c'est le pire qui n'a jamais été conçu. À côté de ça, celui de la R9 290 était horrible, mais un petit peu moins. Mais bon, dans l'échelle de l'horrible, les deux sont dégueulasses. Et au niveau de la consommation, si on reprend les tests de l'époque, par exemple ici chez hardware.fr, on s'aperçoit assez rapidement que ici, sur la R9 290X, en mode le plus rapide, puisqu'il y avait deux BIOS différents, un plus rapide que l'autre, du coup ça faisait plus de bruit. On voit du coup qu'on a des pics de consommation jusqu'à 280 watts. C'est très élevé pour l'époque, alors après ça peut paraître assez ridicule comparé aux
3090 actuels, qui consomment jusqu'à 520 watts pour certains modèles. Mais à l'époque, une consommation aussi élevée, c'était pas commun du tout. Au niveau du bruit, on arrivait à 52 dB en charge, ce qui est particulièrement horrible. Alors après, il y a 52 dB et 52 dB. Le gros problème, c'est que le bruit était assez aigu, c'était vraiment très très désagréable. Et en plus de ça, au niveau des températures, comme on le voit ici, on était à environ 95 degrés. Clairement, ce blower, c'était une purge absolument monumentale, et je trouve que c'était clairement une erreur de proposer ce type de refroidissement et de le donner à la presse pour tester la carte, puisque clairement, quelques mois plus tard, on a vu débarquer des modèles custom, par exemple chez Sapphire, qui a fait des modèles très qualitatifs tels que la Tri X ou la Vapor X, et là on était clairement plus du tout dans le même délire. Là, la carte pouvait pleinement s'exprimer, on pouvait même l'overclocker. Au niveau de la chauffe, c'était beaucoup mieux, au niveau du silence, ça n'avait absolument rien à voir. Bon alors la consommation restait très élevée, mais c'était du coup beaucoup mieux maîtrisé. Et c'est vraiment au moment où les modèles custom sont arrivés que cette architecture est devenue plutôt intéressante, puisqu'évidemment le tarif était bien inférieur à celui de la 780 Ti, ou même de la 780 de l'époque, il me semble. Donc ça, c'était un peu la petite histoire de l'architecture à l'époque et de sa sortie, mais ce qui nous intéresse ici, du coup, c'est la carte en elle-même, et j'ai l'honneur de vous présenter une carte qui n'est pas sortie dans le commerce, du coup qui est un modèle unique de R9 290. C'est une carte qui est en conséquence assez chère à mon cœur. Je vous présente la R9 290 Noctua Colson Edition. C'est une beauté. Asus n'a absolument rien inventé, puisque on voit ici cette GB Noctua Colson Edition, un modèle absolument formidable, qui aurait toute sa place dans les honteux bricolages sur le topic en question sur Hardware FR. Si vous connaissez pas, allez faire un tour, c'est plutôt rigolo. Alors, pour la petite histoire, la carte que Bilou m'a envoyée, il manquait les ventilateurs, puisqu'il n'avait plus le système de refroidissement d'origine, il reste que le rad. Du coup, j'ai bricolé avec les ventilateurs de mon NF12 Redux, ce qui fait que le système de refroidissement, c'est pas celui d'origine de cette carte. Je sais même pas quel modèle c'est exactement chez Gigabyte. Malgré tout, ça fonctionne pas si mal, puisque la carte n'a jamais dépassé les 80 degrés, malgré le fait que j'ai branché ça à l'arrache en schlagos total sur la carte mère sans régler quoi que ce soit. Donc bon, pour ce qui est du système de refroidissement, on va pas vraiment pouvoir en parler, puisqu'ici c'est clairement un bidouillage un petit peu fait à l'arrache. Par contre, encore une fois, c'est une carte qui montre son âge rien que sur ses connectiques, puisqu'ici, encore une fois, on a nos deux ports DVI, qui étaient un classique de l'époque, un port HDMI et un port DisplayPort uniquement. Si vous partez sur ce type de carte, sachez qu'il faudra prévoir les connectiques en conséquence. Et quand on achète une carte haut de gamme, même si elle est ancienne, on l'a vu juste avant, ça veut dire consommation élevée, ça veut dire chauffe, et ça veut dire aussi qu'il faut prévoir une alimentation de qualité en conséquence. Par contre, un autre gros point positif de la R9 290, c'est qu'au niveau de son architecture, elle avait le support complet de DirectX 11.1, donc DirectX 11 étendu, ce qui fait que la carte fonctionne avec même les derniers jeux DirectX 12 actuels, puisqu'au niveau des fonctionnalités hardware, tout est là. Alors c'était pas le cas pour la 780 Ti où il manquait quelques instructions, et c'était là son plus gros point faible à mon sens. Mais du coup ici, on n'aura pas ce problème-là. Autre point intéressant, la carte supporte le FreeSync, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, au niveau des points qui fâchent, comme avec la 7970 et la 780 Ti, le carton rouge pour AMD, c'est au niveau du support des drivers, puisque, comme pour les deux autres cartes, que ce soit Nvidia ou AMD, ils ont décidé de stopper le support, la mise à jour des drivers pour ces cartes-là, pour ces architectures-là, ce qui fait qu'il n'y a plus d'optimisation du tout qui sont faites pour ces cartes-là, mais en plus, ça veut dire que s'il y a un bug majeur dans un nouveau jeu, par exemple, il ne sera très probablement pas corrigé dans les drivers. Alors ça ne veut pas dire que les jeux ne fonctionnent pas, ici tout fonctionne quasiment, mais quand on a un check, comme sur Battlefield 2042, qui regarde quelle version des drivers vous utilisez, du coup ça marche pas.
Alors j'avais fait une vidéo qui montrait comment contourner ça dans la base de registre, mais c'est un pansement sur un problème un petit peu dommage, hein, puisque clairement la carte est capable de faire tourner ces jeux-là. Et autant je comprends à la limite qu'NVIDIA arrête de développer des drivers pour les 780 Ti et pour Kepler en général, puisqu'effectivement beaucoup de jeux ne fonctionnent plus du tout, autant chez AMD ici, ben, l'architecture GCN, hein, c'est pas si vieux que ça, les jeux fonctionnent encore, et il y a même des cartes assez récentes, hein, puisque par exemple les Radeon Fury, ben, du coup il n'y a plus de support non plus, bon elles se sont pas hyper bien vendues, certes, mais c'est fonctionnel, et en vrai les performances en 1080p sont tout à fait correctes. Et je trouve quand même hyper dommage et moche en période de pénurie, ben, de ne plus apporter de support à des cartes qui restent exploitables. Donc encore une fois, hein, c'est carton rouge à ce niveau-là. Mais bon, tout n'est pas tout perdu du côté des drivers. On en reparlera après le test, puisqu'il y a quand même des solutions de repli. Alors, au niveau du test, hein, justement, alors la config de test, c'est toujours la même. Un Ryzen 9 5900X, 64 Go de RAM, 3200 MHz, casse 16. Alors après, j'ai envie de dire, la config, en vrai, on s'en tape un petit peu, hein, puisqu'ici, ce qui va bloquer la majeure partie du temps, ben, ce sera la carte graphique, hein, le bottleneck se situera là, très clairement sur les jeux les plus récents. Le processeur, du coup, importe pas des masses. Donc même si vous avez un CPU un petit peu moins puissant, ça devrait pas changer grand chose avec ce type de GPU. Par contre, un avantage de la 290 par rapport à la 780 Ti directement, ben ici c'est que le panel, tous les jeux ici fonctionnent, les 40 jeux fonctionnent, donc on aura bien nos 40 jeux testés en 1080p dans 3 settings différents. On aura bien le 1080p High, Medium et Low. Je fais exprès de ne pas tester en Ultra parce que clairement, ben, ce type de carte n'en sera de toute façon pas vraiment capable, et c'est un petit peu massacrer les performances de ces cartes qui s'en sortent en 1080p, détail élevé la plupart du temps. Donc bon, les tests en mode ultra, je réserve ça aux GPU plus récents pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, mais pour les GPU qui datent un petit peu comme celui-ci, évidemment, on va pas essayer de voir vraiment ce qu'ils ont dans le ventre, on va essayer de voir comment ils s'en sortent encore avec des conditions, je dirais, correctes, réalistes pour ce type de GPU. Alors par rapport à la dernière fois, j'ai également changé ma façon de faire les graphiques. Je pense que c'est un petit peu plus clair, j'ai fait différentes couleurs, je pense que c'est un petit peu plus propre aussi. Alors c'est pas parfait, hein, je pense que je le changerai encore, mais cette nouvelle façon de faire, ça me permet aussi de les faire plus rapidement qu'avant, parce que c'est long à faire, hein, ces conneries-là. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez ce nouveau type de graphique par rapport aux anciens. Personnellement, moi je trouve que c'est mieux, donc à vous de voir. Et du coup, on se retrouve après les chiffres pour parler de tout ça.
Alors après tous ces résultats, qu'est-ce qu'on peut dire des performances de cette R9 290? Ben c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, hein, clairement. 1080p, détail élevé, même dans quelques-uns des jeux les plus récents, elle s'en sort encore honorablement, hein, malgré son âge. Pour rappel, elle a quasi pas loin de 10 ans. Hein. En détail médium, quasiment tous les jeux, même les plus récents, fonctionnent à environ 60 fps. Bon, je crois qu'il n'y a que Cyberpunk 2077 et Watch Dogs Legion, sans grosse surprise, qui sont vraiment à la peine. Et encore que, on peut se dépatouiller en 1080p, je pense, en ajustant les réglages au mieux. Mais dans l'ensemble, les performances sont clairement meilleures que celles de la 7970, il n'y a même pas photo. Et par rapport à la 780 Ti, ben, je dirais que dans les jeux les plus récents, les jeux solo, il y a clairement un avantage à la R9 290. Hein. Quasiment tous les jeux fonctionnent mieux sur cette carte-là que sur l'architecture d'NVIDIA. Par contre, dans certains jeux compétitifs, la 780 Ti fonctionne très très fort, hein. Par exemple CSGO ou Rocket League. Clairement, la 780 Ti a un bel avantage sur la R9 290. Bon, alors ça veut pas dire que la R9 290 est à la peine, hein, ça tourne aussi très bien, mais je dirais que les performances au global de la R9 290 c'est plus régulier. Dans l'ensemble, je trouve que la carte est juste meilleure. Elle a mieux vieilli, et en plus, tous les jeux fonctionnent, ce qui n'est pas le cas de la 780 Ti. Quand on a des performances moyennes, c'est toujours mieux que de n'avoir aucune performance du tout, on est d'accord. Alors est-ce que c'est une carte intéressante à l'heure actuelle? Il y a du pour et du contre, on les a vus dans la vidéo déjà, mais je trouve quand même qu'elle coche quasiment toutes les cases actuellement. C'est une carte que l'on trouve en occasion à un prix relativement correct. Elle n'est pas très demandée. Elle offre des performances respectables. Et des 3 cartes que j'ai testées jusqu'ici, ben, c'est clairement ma préférée des 3. Hein. Par rapport à la 7970, on a des features en plus comme le FreeSync. Au niveau de la compatibilité, elle est un petit cran au-dessus. Et au niveau des performances, ben, on est quasiment dans les jeux les plus récents à 1x2 quasiment. Si vous la trouvez à un prix raisonnable, c'est pas le pire deal actuellement. Malgré tout, hein, il faut garder à l'esprit que c'est une carte assez ancienne, elle a un âge. Est-ce qu'elle va durer éternellement? Probablement pas. C'est déjà du matos qui a pas loin d'une dizaine d'années, donc il peut y avoir des problèmes de vieillesse. Personnellement, dans le contexte actuel, je trouve qu'en dessous de 150 balles, ça peut être intéressant en situation d'attente, en situation de repli, en carte de secours, ça peut dépanner. Et encore une fois, j'avais commencé à tester ces anciens GPU après mon test du 5600G d'AMD, où la question c'était est-ce que c'est pas plus intéressant de coupler un processeur type 10400 ou 11400 de chez Intel avec un vieux GPU comme celui-ci, par rapport à un 5600G avec sa partie graphique intégrée. Alors déjà de base, la 7970, on était facilement à 1 x 2 par rapport au 5600G. Alors ici, on est encore un gros cran au-dessus, il n'y a même pas photo pour un tarif à peu près équivalent. CPU plus carte graphique, on a quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus utilisable en jeu, même en 1080p, il n'y a même pas photo. Et avant de conclure, on va revenir sur l'histoire des drivers, puisque j'avais dit qu'on y reviendrait. Lorsque j'ai fait mes tests, principalement sur Halo Infinite, d'ailleurs, au sujet d'Halo Infinite, hein, je teste uniquement le mode multijoueur, puisqu'à l'époque où j'avais fait les tests, il n'y avait pas de mode single player, il n'était pas encore sorti. Et en faisant les tests avec la R9 290, ben, j'avais quand même remarqué qu'on était quasiment à 30 fps, peu importe ce qu'on faisait. Ce qui était un petit peu étrange. Et c'est là que je suis tombé sur des drivers non officiels. Alors les drivers non officiels qu'on retrouve ici, de ce que j'ai compris, hein, ça vient en grosse partie grâce aux drivers Linux d'AMD qui sont très ouverts, je crois que c'est open source même. Et du coup, on a tout un tas d'optimisations qui sont possibles sur les drivers AMD. Et du coup, ils sont portés par la suite ici sous Windows. Ce sont des drivers non officiels. Quand vous allez essayer de les installer, Windows va vous faire chier. Hein. Vous aurez tout un tas de messages d'avertissement en rouge hein, pour dire de bien vous faire peur. Bon alors, en toute logique, normalement, vous devriez pas avoir de problème. Les drivers que j'ai utilisés ici, ce sont les drivers Nimez. Bon, il y a un topic de je ne sais pas combien de pages chez Guru 3D au sujet de ces drivers. Je pense que s'il y avait un problème majeur, ça aurait dégagé depuis bien longtemps. Donc je ne pense pas qu'il y ait de soucis de sécurité particuliers, mais je ne peux pas vous le garantir non plus, hein, donc je préfère le dire. Si vous les utilisez, c'est à vos risques et périls.
tout en sachant qu'il se passera probablement rien du tout. Au niveau de l'installation, je vous conseille de bien lire le topic en question, hein, c'est sur un forum. Utilisez Google Trad si vous galérez un petit peu avec l'anglais. L'installation, du coup, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude, mais le jeu en vaut la chandelle à mon avis. Puisque j'ai fait des tests sur plusieurs jeux, j'ai testé sur Halo Infinite, sur Battlefield 2042 et Forza Horizon 5. J'ai pas gardé les résultats parce que ça changeait pas grand chose sur Forza. Par contre, sur Halo Infinite, dans certaines conditions, on a quasiment un x2 au niveau des performances par rapport aux drivers AMD, les derniers en date, les derniers tout court. Que ce soit au niveau des perfs en average ou sur les 1% low, le gain peut être vraiment hyper intéressant. Et autant avec les anciens drivers AMD, Halo Infinite c'était un petit peu limite, autant là c'est jouable. En détail en low, enfin clairement, on est quasiment à 60 fps, avec des lows certes dans les 30-40, mais ça passe. Et sur Battlefield 2042, on a aussi un léger gain de performance, moins impressionnant, mais il est là également. Et surtout, on n'a plus besoin de bricoler la base de registre pour pouvoir jouer au jeu. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple, hein. On a juste à installer ces drivers-là et on n'a plus à bricoler la base de registre pour les jeux. Encore une fois, c'est vraiment dommage qu'AMD ne maintienne pas à jour ces drivers. Du moins le temps que la pénurie se termine, ça aurait pas été de refus. C'est aussi intéressant de voir hein, qu'il y a encore des performances à grappiller à droite à gauche avec des drivers mis à jour, avec des drivers un petit peu plus optimisés que ceux qui étaient disponibles chez AMD. Il y avait encore un petit peu de marge à gratter et ça aurait rendu cette carte, enfin, ça aurait prolongé sa durée de vie un petit peu plus longtemps. Clairement, dans la période actuelle, c'était pas de trop. Donc bon, on peut remercier la communauté du coup hein, qui fournit ce type de driver. Alors ça avait déjà existé par le passé, hein. Certains se souviendront peut-être des drivers Omega de l'époque. Ça fonctionnait bien aussi. Donc bon, les drivers AMD c'est terminé, mais on a quand même une solution de repli qui est potentiellement intéressante. Après vous faites ce que vous voulez, mais au moins vous avez l'info. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette bonne vieille R9 290. Personnellement, hein, je suis plutôt agréablement surpris de voir qu'elle se maintient encore à un niveau tout à fait correct. Et c'est intéressant de voir aussi hein, que la carte a beaucoup mieux vieilli que l'architecture Kepler d'NVIDIA. Pour rappel, hein, au moment de la sortie, la R9 290 était quasiment 10% moins performante que la 780 Ti, alors qu'à l'heure actuelle, on est au moins 10% plus performant, sans compter les problèmes de compatibilité. Là où la 780 Ti, sur les 40 jeux, il y en avait 7 ou 8 qui fonctionnaient pas, ici tout fonctionne. Et en plus de ça, hein, les jeux les plus récents fonctionnent quasiment toujours mieux sur la R9 290. Donc, il n'y a pas photo. Entre les deux architectures de cette époque-là, c'est clairement les choix d'AMD qui étaient les bons, je dirais. Donc respect hein, pour cette vieille mémère, que ce soit une R9 290, 290X ou les 390, hein, qui était un modèle rebadgé de cette carte-là, ça peut encore dépanner, très clairement. Et puis voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur cette carte. J'espère que la vidéo vous aura apporté des infos intéressantes. Comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube. Ça aide concrètement la chaîne. N'hésitez pas à passer sur le Discord pour faire coucou, vous serez toujours les bienvenus. N'hésitez pas à passer sur le stream quand je stream, je devrais avoir beaucoup plus de temps pour streamer et faire des vidéos d'ici plus trop longtemps. Enfin bref, prochaine vidéo, prochain test. Ce sera pas la prochaine vidéo, mais le prochain test, la prochaine carte graphique qui va être testée, c'est une GTX 970, la fameuse carte avec ses 3,5 plus 512 Go de RAM. Donc ça va être intéressant de voir si la carte qui a fait suite à Kepler à la 780 Ti, hein, Maxwell ici, qualité filtre, est-ce qu'elle a aussi bien vieilli que cette R9 290 ? Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!